bienvenue pour cette nouvelle édition d'AQC TV Live. Aujourd'hui, deux sujets d'actualité. Un premier autour du réemploi parce que la commission prévention produits de l'AQC vient d'accepter les premières recommandations professionnelles sur le réemploi d'éléments structuraux en acier. Et puis le deuxième sujet sur une évolution de jurisprudence relative à la responsabilité civile décennale des installations d'équipement. Sujet que vous avez d'ailleurs choisi par les réseaux sociaux. Sommaire. Alors nous commençons donc par la thématique du réemploi autour des premières recommandations professionnelles de réemploi acceptées par la C2P, la Commission Prévention Produits Mise en œuvre de l'AQC, réemploi d'éléments structuraux en acier. Voilà, j'accueille tout de suite Amor Ben Larbi du CTICM, le Centre Technique Industriel de la Construction Métallique. Bon, je vous laisse dire un ou deux petits mots déjà. Bonjour Frédéric, et merci pour l'invitation. Ben Larbi Amor, je suis directeur de projet de recherche au CTICM et entre autres, je dirige les projets réemploi de la filière métallique. Les projets réemploi. Alors dites-nous déjà, qu'est-ce que c'est que le réemploi? Enfin, rappelez-nous ce qu'est le réemploi. En fait, rapidement, il y a le réemploi et la réutilisation qui sont un peu proches. Deux choses différentes. Oui. Juste juridiquement, je dirais que le réemploi, c'est des produits qui ont été diagnostiqués potentiellement réemployables et ont gardé leur statut de produit. La réutilisation concerne les produits qui ont pris le statut de déchets. De déchets, d'accord, oui. Et ont été après récupérés pour être réutilisés. Alors pourquoi le CTICM s'est intéressé au réemploi des éléments en acier? En fait, le réemploi n'est pas nouveau pour la filière métallique. Oui. Nos entreprises pratiquent le réemploi depuis longtemps, mais ça reste au cas par cas pour l'instant. Oui. Et il y a aussi le contexte juridique et réglementaire qui a donné, on va dire, un coup d'accélérateur à l'économie circulaire en général et au réemploi en particulier. Il y a la loi AGEC de février 2020, la réglementation environnementale RE 2020, qui stipule que les produits de réemploi ou de réutilisation ont un impact carbone égal à 0. Et après, il y a aussi la REP, PMCB, la responsabilité élargie des producteurs pour les produits matériaux de construction du secteur du bâtiment. Dans le cahier de charge des éco-organismes, il y avait les 5% comme objectif de réemploi en 2028, sur un total actuellement d'environ 46 millions de tonnes de déchets. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine et c'est un objectif assez ambitieux quand même. D'accord. Alors, vous avez décidé de rédiger des recommandations professionnelles cette fois-ci. En fait, l'idée de rédiger un référentiel avec un passage par la commission en prévention produits de l'AQC est venue de notre conseil consultatif de pilotage. Du CTICM. Du CTICM, oui. Parce qu'au départ, on partait sur un référentiel interne avec validation et discussion avec les assureurs et le contrôleur. Et il y avait besoin d'une validation au-delà. Tout à fait. Et notre comité de pilotage nous a suggéré la voie de la C2P. Alors justement, au sujet de l'aspect assurantiel du réemploi, nous avons voulu recueillir l'avis de Christian Garcia de la Socabat. Est-ce qu'il existe une différence de responsabilité pour les entreprises qui interviennent avec des matériaux de réemploi? La réponse est non. Que l'entreprise intervienne avec des matériaux neufs ou des matériaux de réemploi ne modifiera en rien son champ de responsabilité. Découleront naturellement des contrats, du type de contrat qu'elle a passé. Par exemple, une entreprise de démolition qui intervient sur un chantier de déconstruction avec des matériaux de réemploi aura la même responsabilité civile professionnelle qu'elle utilise des matériaux de réemploi ou des matériaux qui ne sont pas de réemploi. En revanche, si cette entreprise de déconstruction prévoit dans le cadre de son marché de revendre les matériaux, là effectivement elle va potentiellement endosser une responsabilité de négociation et il faudra bien qu'elle prenne la précaution de s'assurer auprès de son assureur qu'elle soit bien garantie dans ce cadre-là. Alors, est-ce que les recommandations professionnelles vont faciliter l'assurabilité? La réponse est clairement oui. C'est-à-dire que le contrat d'assurance décennale, en fait, est établi sur la base d'un risque qui s'adosse sur l'évaluation d'un référentiel commun. Donc, les entreprises doivent s'assurer que les travaux qu'elles réalisent, effectivement, répondent bien à ce critère. Si ce n'est pas le cas, elles doivent le déclarer à leur assureur.
car dans ce cas, les travaux seront considérés comme relevant de la technique non courante. La technique courante, en fait, est une notion contractuelle définie dans le contrat d'assurance et qui, en fait, précise que les matériaux doivent être conformes à une norme ou à défaut, s'il n'existe pas de norme produit, une évaluation technique européenne, et que la mise en œuvre aussi conforme à un référentiel technique normatif, une règle professionnelle ou une recommandation professionnelle. À défaut, s'il n'existe pas de règles de ce type-là ou de normes, le produit devra faire l'objet d'une appréciation, d'une évaluation technique via un avis technique ou une appréciation technique expérimentale. Alors nous voici de nouveau avec Amor Benlarbi du CTCM. Alors quelles sont les thématiques, les grandes thématiques que vous abordez? En fait, le référentiel revient sur toutes les étapes d'un processus de réemploi. Oui. Du diagnostic initial du bâtiment ressources jusqu'à la mise en œuvre sur le nouveau bâtiment avec, entre-temps, la déconstruction et surtout la requalification qui est, on va dire, le chapitre central du référentiel. D'accord, donc tout le déroulé de l'opération, tout à fait, avec bien sûr la partie réemploi. Tout à fait. Oui, oui. Quelles sont les différentes parties de ce document? En fait, les différents chapitres, ça concerne déjà le diagnostic initial du bâtiment ressources, oui, pour voir si les produits sont potentiellement réemployables ou pas. Ça, c'est important. Oui. Il ne faut pas mettre de l'argent dans un démontage qui va coûter cher lorsqu'on n'est pas sûr que les produits sont réemployables. Parce qu'entre démolition et déconstruction soignée, il y a un coût derrière, quoi. Et donc, il faut s'assurer que les produits sont potentiellement réemployables. Après, il y a la partie de construction soignée des produits. Après, vient la requalification lorsque le produit est déposé. Donc là, la requalification, il y a 4 protocoles proposés de requalification dans le référentiel. Et le choix de l'un ou l'autre des protocoles dépend des informations dont on dispose sur le produit lui-même. D'accord, donc ce sont les principes qui ont été retenus. Tout à fait. Et on peut même utiliser ce qu'on appelle des valeurs sécuritaires dans certains cas. Oui. C'est-à-dire des valeurs qui sont données dans le référentiel sans avoir besoin de faire des essais sur les produits. D'accord, on prend un petit peu de sécurité. C'est dans le référentiel. C'est dans le référentiel, dans les recommandations. Tout à fait, oui. D'accord. Alors moi j'ai vu aussi qu'il y avait des attestations de performance, il y avait fiches de traçabilité, attestation de conformité. Allez, remettez-nous tout ça en place. En fait, la société qui est responsable de la requalification des produits doit émettre ce qu'on appelle attestation des performances pour les produits requalifiés. Celle-ci doit être accompagnée obligatoirement d'une fiche de traçabilité. Ça c'est obligatoire. Oui, oui, savoir d'où vient le produit. Tout à fait. La fiche des performances, elle va renseigner tous les caractéristiques essentielles des produits. Technique, physique. Technique, essentiellement mécanique et géométrique, quoi. Limite d'élasticité, résistance ultime en traction, dimension géométrique et tolérance. D'accord. Puis la fiche de traçabilité, elle va nous renseigner sur le bâtiment, surtout le bâtiment d'origine, d'où vient le produit. Ça, c'est important. On va trouver aussi toutes les informations sur les différents intervenants sur le produit. Les diagnostiqueurs initiaux, en passant par les constructeurs, toute la chaîne, on va la trouver. Toute la chaîne va être mentionnée. Et ça, c'est important aussi. D'accord. Alors, l'attestation de conformité, ça arrive à la fin. Tout à fait. En fait, ça arrive en avant. Juste avant que la société puisse requalifier les produits, la société responsable de la qualification, elle doit être certifiée. Avec émission de ce qu'on appelle attestation de conformité. D'accord. Donc, tout le monde ne peut pas requalifier des produits de réemploi. Il faut que la société soit certifiée en amont par un organisme tierce partie et qui va émettre ce qu'on appelle attestation de conformité à cette société-là, avec un suivi annuel aussi pour voir si le référentiel est bien appliqué ou pas. Le référentiel et l'entreprise toujours compétente. Tout à fait. Alors, je vous propose qu'on parte sur un site de réemploi du côté des Vosges. Donc Viry, ça fait à peu près 4 ans, voire un peu plus quand même, qu'elle se penche sur les réemplois. Déjà pour se préparer, sachant que ça va arriver, tout en cherchant des projets de réemploi à réaliser, qui sont arrivés un peu plus tard, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Elle s'y penche pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la division métal de Faya qui a dans ses prérogatives de réduire l'impact carbone de ses constructions. Donc
Viry va sur le réemploi pour cette raison-là. Pourquoi c'est Viry en particulier dans la division métal? Parce qu'elle a des ateliers qui sont particulièrement adaptés pour ça. On n'a pas de chaîne très définie de travail et des opérations de fabrication, donc c'est assez souple. Ça peut être adapté à différents types de structures, notamment l'adaptation de structures de réemploi. Et on a peu de machines automatisées, ce qui fait qu'on peut faire le travail à la main qu'on fait d'habitude sur le neuf, sur le réemploi, là où des entreprises qui ont des chaînes très automatisées ont du mal à rentrer des éléments, enfin tout simplement des poutres avec des petits éléments soudés secondaires qui pourraient bloquer les galets de roulement. Requalifier les éléments d'acier structurel, ça consiste à reconférer à des éléments dont on a perdu les informations, une origine, des caractéristiques techniques, un état, après démontage. Parce que souvent on a perdu ces informations, on a besoin de les récupérer. Les récupérer, ça passe par des tests, associé à la lotisation de groupements d'éléments pour réduire le nombre de tests. Et c'est ça qui est permis par les recommandations professionnelles, qui est de faciliter ce genre d'opération et en réduire le coût et la logistique et les difficultés techniques. Comment nous on a contribué aux recommandations professionnelles? On a aidé le CTICM à tester leurs propres pratiques sur un projet existant chez nous, le projet de Gennevilliers. Donc, ils ont pu faire des prélèvements là-bas, ils ont pu analyser la structure en amont, observer continuellement les propositions de protocole de traçabilité qu'on a proposées pour le projet et donner leur avis et finalement tester la validité de leurs recommandations là-dessus. Y compris recevoir aussi les résultats de nos tests matières et éventuellement prélever eux aussi des éléments pour faire leurs propres tests matières. Au niveau des difficultés, dans la requalification, c'est tout d'abord comment constituer les lots, quel type d'éléments mettre, comment s'engager là-dessus, sachant qu'on a l'aval du bureau de contrôle a posteriori. Et plus globalement, pour le réemploi, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est beaucoup les changements de pratique, des opérations supplémentaires, comme la traçabilité, le suivi de la traçabilité, la création des documents qui permettent la traçabilité. Donc même si c'est des opérations qui sont très proches de celles qu'on fait d'habitude sur du neuf, là on a un peu plus de travail, d'adaptation, assez proche des opérations qu'on doit réaliser sur de la réhabilitation par exemple. On doit prendre constamment en considération de l'existant et de la compatibilité entre des éléments existants et un bâti existant aussi. Actuellement, chez Viry, on a déjà traité 13 tonnes plus 7 tonnes, c'est 20 tonnes. Pour 2 projets essentiellement. On a 4 tonnes qui sont en cours de requalification et à venir entre 20 et 30 tonnes qui vont être qualifiées pour des besoins dans différents projets. Alors nous voici de nouveau avec Amor Benlarbi du CTICM. Bien peut-être une dernière question, Amor. Quels sont les principaux points de vigilance? Je dirais qu'il faut s'assurer que le produit rentre bien dans le domaine d'application des référentiels. Domaine d'application. Et surtout l'année 1970, parce que le référentiel ne concerne que les bâtiments construits après 1970. Pourquoi 70? Parce qu'il y avait la sortie d'une première norme produit donc, qui, on va dire, qui nous assure sur une certaine qualité des aciers de construction. Aciers après 70. D'accord. D'autres points? Après, il faut faire attention aussi au choix de protocole de qualification. Parce que les protocoles, il y en a 4 dans le référentiel. Il faut bien choisir, bien évidemment, en fonction des informations qu'on a sur le produit lui-même, parce que ça impacte aussi l'économie du projet. D'accord. Donc technico-économique, technico-économique, bien sûr. Oui. Enfin, il faut bien renseigner la fiche de traçabilité, qui doit accompagner l'attestation des performances obligatoirement. Et cette fiche de traçabilité dans laquelle on va trouver des informations sur le bâtiment d'origine et surtout les informations sur tous les intervenants dans le processus. Dans tout le processus. Des constructeurs, requalificateurs, etc. Voilà. D'accord. Merci Amor Benlarbi du CTICM. Je rappelle que vous êtes directeur de projet de recherche. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. Des sujets variés et d'actualité sont au sommaire du dernier numéro de la revue Qualité Construction. Un article sur la phase héritage des Jeux de Paris 2024, un point sur l'humidité dans les matériaux, une enquête sur la rénovation énergétique en secteur protégé et enfin un focus sur les volets coulissants. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site un article sur l'obligation de solariser ou végétaliser les grandes toitures et les parkings. Quels sont les ouvrages concernés et les défis à relever? Les enjeux sont nombreux, allant de la gestion des coûts à la capacité des structures à supporter ces nouvelles installations.
En cette période olympique, profitez de nos offres d'abonnement à tarif préférentiel et recevez en cadeau notre hors-série spéciale Jeux de Paris 2024. Pour découvrir nos offres, les avantages dédiés aux abonnés et bien plus encore, rendez-vous sur notre site internet qualitéconstruction.com. Bel été à tous! Autre sujet autour de la responsabilité civile décennale des installations d'équipement, avec une évolution de la jurisprudence. Un arrêt en date du 21 mars 2024 a fait parler beaucoup dans le milieu professionnel. Cet arrêt porte sur un élément d'équipement dissociable installé dans une maison. C'était en l'occurrence un insert. Voilà. Et le juge est revenu sur le caractère décennal des dommages. Alors, pour évoquer ce sujet, j'accueille Anne-Lise Gillet. Bonjour Anne-Lise. Moi, je vous laisse vous présenter. Bonjour Frédéric. Donc, je suis Anne-Lise Gillet. Je travaille au sein du cabinet CPA Expert, qui est un cabinet qui regroupe que des experts spécialistes qui interviennent dans le domaine de la construction, bien évidemment, mais aussi dans le domaine industriel, environnement, agroalimentaire et vétérinaire et préjudice financier. Pour ma part, au sein du cabinet, j'ai plus particulièrement en charge les questions juridiques et assurantielles. Alors, justement, je propose qu'on fasse déjà un rappel de certaines notions. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un élément d'équipement dissociable? Un élément d'équipement dissociable est un élément qu'on peut enlever et remettre sans détériorer ou enlever de la matière à l'ouvrage. Par exemple, une porte, une fenêtre, une chaudière, un radiateur électrique sont des éléments d'équipement dissociables. Parmi ceux-ci, certains seront qualifiés d'inertes et d'autres de destinés à fonctionner. Alors, quelle est la différence? Donnez-nous quelques exemples entre un inerte et un qui fonctionne. Si je me fie à la jurisprudence de 2011, qui a fait cette distinction, notamment entre les éléments inertes et les éléments qui fonctionnent, et par exemple, une moquette, une peinture décorative, un tissu tendu sont des éléments inertes. On voit bien qu'il n'y a pas de mécanisme propre de fonctionnement en tant que tel. Alors qu'une chaudière, un radiateur, une pompe à chaleur, un store électrique, un câble électrique sont des éléments d'équipement qui fonctionnent. Et ceux-là relèveront de la garantie de bon fonctionnement. Justement, la garantie de bon fonctionnement, qu'est-ce que c'est? La garantie de bon fonctionnement est une garantie légale que l'on retrouve à l'article 1792-3 du Code civil et qui va permettre au maître d'ouvrage de demander à l'installateur de l'élément d'équipement son remplacement, sa prise en charge, si dans les 2 ans à compter de la réception, cet élément devient défectueux. Prenons un exemple, Frédéric, vous faites construire votre maison et dans le cadre de la construction de cette maison, vous faites appel à un professionnel pour installer des stores électriques à l'ensemble de vos fenêtres. Si 1 an et demi après la réception de votre maison, vous avez un store qui ne fonctionne plus, vous pourrez dès lors, sur la base de la garantie de bon fonctionnement, demander à l'installateur son remplacement. Par rapport à un store électrique, j'imagine que pour une peinture décorative, ça ne marche pas du coup. Élément inerte, et donc cela relève de la responsabilité civile contractuelle de droit commun. Alors, garantie de bon fonctionnement, comment ça s'articule avec la garantie décennale? Quand vous êtes dans le cadre de la construction d'un ouvrage, la garantie décennale peut toujours être mise en jeu quand l'élément d'équipement dissociable rendra l'ouvrage impropre à sa destination, et quelle que soit la nature de l'élément d'équipement, qu'il soit inerte ou destiné à fonctionner. On va reprendre l'exemple, Frédéric, de votre maison que vous faites construire, d'accord? Et puis cette fois-ci, souvenez-vous, vous avez également fait installer vos stores électriques. Nous sommes 5 ans après la réception, et ce n'est pas un store, mais c'est l'ensemble de vos stores qui ne fonctionnent plus. Il y aura une impropriété à destination, puisque vous ne pourrez plus bénéficier de la lumière naturelle du soleil. Et dans ce cas-là, vous pourrez rechercher la responsabilité civile décennale de l'installateur de vos stores électriques, dans la mesure où vous êtes 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. Alors, j'essaye de résumer. Si ma chaudière tombe en panne, dans les 2 ans, une panne qui ne me dérange pas, on est en garantie de bon fonctionnement. En revanche, si ça m'empêche d'occuper mon logement parce qu'il fait trop froid, etc., là, je suis en décennale. Et même si c'est dans les 6, 7 ans, 8 ans qui suivent. C'est bien de la décennale, là. Pareillement, si j'ai un carrelage, j'ai 3-4 carreaux qui sont décollés, dans les 2 ans, c'est de la garantie contractuelle. Mais si, on va dire, j'ai vraiment des fissures partout, des décollements partout, même dans les 7-8 ans qui suivent, là, je suis en décennale. C'est bien ça. D'accord. Alors, revenons maintenant à cet arrêt qui est de la Cour de cassation qui change. Justement, qu'est-ce que ça va changer? Finalement, rien au regard de ce que je viens de vous expliquer. Sauf qu'il y a eu une période
où les juges ont fait évoluer leur jurisprudence. En effet, à compter de 2017, les juges ont décidé que celui qui venait installer un élément d'équipement dissociable, même dans un ouvrage existant, pouvait voir sa responsabilité civile décennale engagée quand l'élément d'équipement qu'il installait rendait l'ouvrage impropre à sa destination. L'exemple type était celui, effectivement, de l'insert de cheminée. Si on reprend l'exemple où vous avez fait, cette fois-ci, vous avez votre maison où vous y êtes installé depuis 20 ou 30 ans et vous décidez de mettre un insert dans votre cheminée existante, l'insert qui est défectueux, qui entraîne un incendie de la maison, pouvait, avec cette jurisprudence depuis 2017, relever de la responsabilité civile décennale de l'installateur de l'insert. Cette jurisprudence a duré 7 ans et vient de trouver un terme avec ce fameux arrêt du 21 mars 2024. Donc c'est fini. Hein. Dans un ouvrage existant, il n'y a plus de décennale pour les équipements d'équipement. Je fais installer une pompe à chaleur sur ma vieille maison, je ne suis plus en décennale. Hein, c'est bien ça. Dans la mesure où nous sommes sur un élément d'équipement dissociable, en effet. Mais attention, élément d'équipement dissociable. Attention, si vos travaux sont constitutifs en eux-mêmes d'un ouvrage, là vous retombez sur le fonctionnement de la garantie décennale. Mais cela n'a jamais changé avec le temps. D'accord, très bien. Alors j'ai rencontré une avocate, Marie Giton, qui va nous apporter aussi son regard. Merci maître pour votre accueil. Merci de nous donner quelques précisions sur cette nouvelle jurisprudence. Je vous laisse d'abord vous présenter. Je m'appelle Marie Giton, je suis avocate en droit de la construction et de l'assurance construction depuis 13 ans maintenant. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est la jurisprudence ? La jurisprudence, ce sont les décisions qui sont rendues par les tribunaux civils ou administratifs, qui appliquent la loi mais qui l'interprètent. Lorsqu'ils rendent des décisions qui vont dans le même sens, on considère qu'ils font jurisprudence et ça devient une source de droit. Alors justement, quelle est la jurisprudence sur les éléments d'équipement adjoints à l'existant ? D'abord, je rappelle la loi. Dans la loi Spinetta du 4 janvier 1978, les éléments d'équipement adjoints sur existants ne relevaient pas de la garantie décennale, uniquement la responsabilité contractuelle. Donc, par exemple, une pompe à chaleur posée sur une maison qui a plus de 10 ans, une maison ancienne, ne relevait pas de la garantie décennale, mais de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs. En 2017, il y a eu un premier revirement dans lequel la Cour de cassation a considéré qu'un élément d'équipement dissociable adjoint sur une maison existante, tout à fait, pouvait relever de la garantie décennale lorsqu'elle rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Bon, alors justement, qu'est-ce qui s'est passé le 21 mars dernier ? Revirement, on revient à la loi, c'est-à-dire que la Cour de cassation a considéré que les éléments d'équipement dissociables adjoints sur de l'existant relevaient pas des garanties légales, ni du bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Pouvez-vous nous parler de cet arrêt ? Alors, il s'agissait cette fois d'un insert posé dans une cheminée existante qui avait provoqué un incendie. La Cour d'appel applique la jurisprudence de 2017 antérieure et condamne du coup l'installateur et son assureur sur le fondement décennal. Et la Cour de cassation revient sur ses précédentes décisions en disant finalement la protection qu'on voulait apporter au maître d'ouvrage et la simplification du droit qu'on pensait faire n'a pas eu la vocation souhaitée et donc du coup on revient à la loi et donc les éléments d'équipement installés sur existants en remplacement ou par adjonction sur une maison existante ne relèvent ni de la garantie de bon fonctionnement ni de la garantie décennale mais de la seule responsabilité contractuelle. Alors qu'est-ce que ça change pour les constructeurs ? Pour les constructeurs, ce qui va changer, c'est leur couverture d'assurance, puisque le revirement de 2017, qui a soumis leurs travaux à la garantie décennale, a fait qu'ils ont été obligés de s'assurer en police décennale. Aujourd'hui, il faut revenir du coup à la base et on les invite à se rapprocher de leur courtier pour revoir du coup leur couverture d'assurance. Et peut-être une dernière question, qu'est-ce que cela change pour les consommateurs ? Pour le particulier, finalement, pas grand-chose, puisque certes, avant, il avait la possibilité de rechercher la responsabilité décennale de l'entreprise et
potentiellement, s'il était couvert, d'avoir une garantie décennale par son assureur. Néanmoins, aujourd'hui, le particulier pourra toujours rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui est soumise à une obligation de résultat. Donc, elle doit quand même des travaux qui fonctionnent et qui sont correctement réalisés. Merci Maître pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat associé spécialisé dans le droit de la construction. Merci beaucoup. Merci. Voilà, retour sur le plateau d'AQC TV Live avec Anne-Lise Gillet. Anne-Lise, j'ai envie de vous poser un petit peu la même question. Quels sont les conseils que vous donneriez à un professionnel du bâtiment ? Le même que j'aurais donné avant 2017, oui. De s'assurer des montants de garantie qu'on a dans le cadre de sa police de responsabilité civile professionnelle. Il faut avoir en tête qu'un petit marché, une petite intervention peut occasionner de très gros dommages. Donc il faut être vigilant sur sa police d'assurance, vérifier l'activité qui est garantie, les montants de garantie qui soient bien adaptés au risque qui est associé. Et pour cela, un seul conseil, faire un point régulier avec son assureur, son agent général ou son courtier. Voilà, c'est ce que l'on dit très souvent. Allez voir régulièrement, faites le point avec votre assureur. Merci Anne-Lise Gillet pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes responsable juridique et assurance auprès de CPA Expert. Merci pour toutes ces précisions. Merci Frédéric. Voilà, cette émission touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez tous les liens utiles dans la description. Prochaine émission au mois d'octobre. Merci à ceux qui sont à la technique, Ève, Richard, Lionel. Vous retrouverez l'intégralité des émissions sur notre chaîne YouTube Agence Qualité Construction. Bonne fin de journée.